conférence un peu différente de celle que vous avez pu voir. Ça sera une conférence sur l'histoire de la magie, l'histoire d'un chien, un chien savant, qui était magicien lui aussi, l'histoire de Munito. Alors je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis intéressé à un chien savant du 19e siècle. Et après je vais vous décrire qu'est-ce qu'il faisait et concrètement pourquoi est-ce que c'était un chien qui faisait des tours de magie et en quoi ça peut nous intéresser ici dans un congrès de magie. Si vous avez l'occasion de regarder les ventes aux enchères sur la magie, vous avez peut-être vu passer parfois une assiette qui représente un chien qui s'appelle Munito. L'assiette elle est intitulée Munito gagnant son maître au domino. C'est un chien qui joue au domino contre son maître. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que cette assiette elle était dans des collections de magiciens. C'est quoi le rapport a priori avec un chien et la magie? On voit un peu les arts du cirque on va dire, mais par rapport à la magie pure, je ne voyais pas bien le lien. Et je me suis aussi demandé pourquoi est-ce que ce chien en particulier, Munito, avait le droit d'avoir une représentation sur des assiettes, des gravures, des livres, etc., comme on va le voir par la suite. Je me suis dit que ça cachait certainement quelque chose qu'il fallait trouver. Et donc j'ai tiré un peu le fil de la pelote et j'ai déroulé ça. Et ça en a créé un livre, c'est le premier livre que j'ai sorti, c'est Munito le chien savant. Et j'y ai découvert un grand nombre d'anecdotes super intéressantes, et notamment ce que Munito présentait au XIXe siècle comme tour de magie, et des informations sur son maître, Castelli-Dorino, qui était lui-même magicien. Donc je vous propose de plonger dans le Paris du XIXe siècle, avec quelques documents d'archives dans cette conférence, et de commencer avec les succès parisiens, quand Munito arrive à Paris en 1817. Alors comme je vous l'ai dit, en janvier de cette année-là, en janvier 1817, à Cour des Fontaines, à Paris, il y a un chien savant qui s'appelle Munito qui arrive à faire ses premières représentations. Il est écrit qu'il est nouvellement arrivé d'Italie avec son maître, Castelli-Dorino, et il présente pour la première fois le 5 janvier 1817 un numéro au Cabinet d'Illusions. Alors pour ceux qui me connaissent, moi c'est Thibaut Ternan et je suis fondateur du Cabinet d'Illusions. En fait, ma boîte, ma société de maison d'édition, c'est un clin d'œil au théâtre de Munito, parce que comme mon premier livre a été sur Munito, j'ai pris le nom du théâtre de Munito pour en faire le nom de ma société. Donc voilà pour le clin d'œil. Et donc Munito arrive à Paris en 1817 avec son maître. Et là vous voyez un dessin qui est un peu plus tardif, mais du passage qui permettait de rentrer Cour des Fontaines à Paris. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais la première affiche qu'on a de Munito nous donne un détail de ce qu'il faisait comme expérience, parce que c'est bien beau, mais on aimerait savoir ce qu'il faisait, Munito, le chien, comme expérience. Alors je vais vous lire un extrait. Ce chien connaît toutes les lettres de l'alphabet et forme des syllabes au gré de chacun. Il connaît les chiffres de l'arithmétique et résout toutes les questions qu'on lui propose sur les 3 règles fondamentales du calcul. Il connaît les cartes et forme avec toute la précision les jeux qu'on lui demande. Il joue au domino. Il exécute d'ailleurs beaucoup d'autres tours surprenants qu'aucun homme ne saurait exécuter, et cela par un effet de la force et de l'odorat et des grands soins qu'il a reçus. Donc là, ça nous donne déjà plusieurs choses. On sait que Munito jouait au domino, donc c'était un chien qui savait jouer au domino contre des gens. Il savait également réécrire des mots, c'est-à-dire qu'on écrivait un mot sur une ardoise par exemple, et Munito, il prenait des petits cartons, sur chaque carton il y avait une lettre, et il arrivait à prendre un carton pour former à chaque fois un mot, avec toutes les lettres, les assembler et former un mot. Et il pouvait faire des calculs, comme on va le voir par la suite. Là vous avez une gravure qui représente Munito, qui est en train d'assembler le résultat d'un calcul. Donc vous avez l'opération qui est écrite juste au-dessus, et lui il est en train d'apporter les chiffres un à un avec les cartons pour former le résultat de l'opération. Et cette gravure, elle est extraite d'un livre qui est rarissime. C'est un livre qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il y en a très peu d'exemplaires connus dans le monde. Et c'est un livre qui retrace la vie de Munito, qui a été publié la même année de son arrivée à Paris. Ce livre, il nous indique quelque chose, c'est que son maître, Castelli-Dorino, était très fort en marketing. En fait, dès le départ, ce maître, Castelli-Dorino, va publier énormément de livrets, va publier énormément de gravures, et va faire énormément de communication dans les journaux, et c'est un peu un marketeur rêveur. Et donc là, on a une gravure de Munito qui est en train de faire ses expériences, et on voit juste au fond sur la table des cartes à jouer pour faire des tours de magie, on voit les cartes avec des lettres pour former les mots, des dominos, etc. Et donc ce livre est édité aux éditions Cabinet d'Illusions, donc c'est pour ça encore une fois que j'ai repris ce nom-là pour ma société. Et donc ce livre il va être réédité par la suite en plusieurs langues, en néerlandais par exemple ici, avec la même gravure qui est reprise mais colorée après à la main et aussi à la main en couleur, et en d'autres langues, aussi en anglais. Là il y a la version anglaise, en tout cas la gravure sur une affiche anglaise, et on a également la version anglaise ici. Donc le même livre qui va être publié au gré de ses déplacements dans un peu les pays de l'Europe qui sont
on va dire plus ou moins limitrophe à la France, si on compte l'Angleterre avec l'eau entre deux. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté un peu marketing de Casey Dorino, le fait qu'il publiait des livres sur son chien savant, Munito. Ça nous donne un petit peu d'informations sur ce que Munito, lui, le chien, faisait, mais je ne vous ai pas parlé de sa notoriété. C'est-à-dire que Munito était très connu en 1817, dès son arrivée à Paris. Il y a énormément de gens qui se pressent pour aller le voir. Ce n'est pas des simples publicités, c'est un vrai constat. Il y a même des abécédaires, par exemple, comme celui-ci, un abécédaire pour enfants. Pour apprendre l'alphabet, on va mettre Munito pour la lettre M. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre l'alphabet avec Munito. Ça nous donne bien un aperçu de la célébrité qu'avait Munito à cette époque-là. Donc là, c'est un abécédaire. Merci à Philippe Saint-Laurent d'avoir envoyé cette photo de la gravure de l'abécédaire. Et donc là, je vous ai décrit un petit peu ce que faisait Munito. Donc des expériences, on va y revenir un peu sur les tours de magie, notamment qu'il faisait. Je vous ai dit qu'il jouait au domino, je vous ai dit qu'il arrivait à former des mots, qu'il faisait des calculs. Je vais parler maintenant un peu du lieu où est-ce qu'il présentait ses expériences au cabinet d'illusion. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai repris ce nom-là pour le nom de ma société. Et donc le cabinet d'illusion, le vrai, entre guillemets, il a été créé en 1813 par un certain Giacomini, un Italien. Alors voici l'affiche qui annonce l'ouverture du cabinet d'illusion, qui date de 1813. Et qui annonce l'ouverture à Paris du cabinet d'illusion. Alors au tout départ, le cabinet d'illusion est dirigé donc par Giacomini et il est absolument pas destiné à avoir des tours magiques, des chiens savants, etc. Au tout départ, c'est un lieu un peu de physique amusante au sens on va avoir des miroirs déformants, on va avoir des vues fondantes, c'est-à-dire des sortes de lanternes magiques. On va avoir par exemple un foyer lumière, une plaque transparente sur laquelle on aura des motifs de dessinés et ça va projeter quelque chose sur le mur. Donc c'est un peu l'ancêtre de la lanterne magique, on va dire. Et donc là, on a par exemple la liste des projections qui étaient faites au cabinet d'illusion. Donc il y avait par exemple la pêche de la baleine, une verrerie chinoise, etc. Donc plusieurs projections qui avaient lieu. Et comme je vous l'ai dit, il y avait également des miroirs déformants ou des miroirs qui ont été inspirés de différentes anecdotes historiques. Et il y avait également des pièces mécaniques, des automates, dont on n'a pas énormément de descriptions à l'heure actuelle. Je vous fais une courte description de ce qui se passait quand on voyait par exemple des projections sur les murs. Le spectateur qui regarde les projections, qui les regarde de près, n'y aperçoit rien. Ce n'est qu'en s'en éloignant de 4 à 5 pieds qu'il voit subitement apparaître une rose, des fruits, un amour couché sur des fleurs, un serin perché sur un rameau, etc. Donc ça nous donne un petit descriptif de ce qu'était le cabinet d'illusion à l'époque, avant Munito. Il faut savoir que Giacomini, donc celui qui avait le cabinet d'illusion, était passionné par les animaux. On a un écrit qui dit « Monsieur Giacomini passe assez généralement pour avoir le talent d'accoutumer les animaux à une docilité remarquable. » Et on sait qu'il voulait, dans son cabinet d'illusion, faire bien plus que des pièces mécaniques, des miroirs, etc. On sait qu'il voulait aussi installer une arène à Paris pour des chevaux, pour des courses de chevaux. Il voulait avoir une chèvre acrobate et aussi il voulait avoir un chien savant. Alors, pour la chèvre acrobate, il n'a pas vraiment réussi. Il a employé quelqu'un qui l'a par la suite fait. Pour le chien savant, il a réussi avec Munito, comme on va le voir. Et pour les arènes de chevaux, il ne l'a pas fait. Mais par contre, on a les plans de l'arène qu'il voulait construire, qui sont conservés aux archives nationales, avec sa signature qui est apposée sur les documents. Donc ça, c'est l'arène qui était destinée à être construite à Paris, une arène de chevaux qui aurait été construite près du cabinet d'illusion pour voir les courses de chevaux. Et j'aimerais terminer sur cette partie du cabinet d'illusion en vous parlant de 2-3 autres cabinets de curiosité, de cabinets de physique amusante qui avaient lieu à Paris au même moment. Le cabinet d'illusion, ça n'était pas unique en soi. Des cabinets qui avaient des sortes de pièces mécaniques ou des expériences de physique amusante, il y en avait déjà plusieurs à l'époque. On peut citer le théâtre de Monsieur Pons, par exemple, Louis Comte, qui était un grand magicien, un ventriloque également, et qui présentait avec ses élèves notamment des pièces de théâtre, mais aussi des numéros de magie et de ventriloquie. Il y avait d'autres cabinets comme celui de Le Breton, d'Olivier, etc. Donc tout ça, ça donne un petit panorama de ce qui avait lieu à Paris en même temps que le cabinet d'illusion. C'était pas quelque chose d'exclusif au cabinet d'illusion d'avoir des représentations de magie et de choses un peu hors du commun. Il y en avait quelques-uns disséminés un peu partout dans la capitale parisienne. Je vous ai parlé un peu de Munito et on va revenir sur ses expériences, notamment la magie, dans quelques instants. Je vous ai parlé du lieu dans lequel il faisait ses expériences, mais je ne vous ai pas encore parlé de son maître.
Parce que s'il y a bien une personne qui est derrière tout ça, c'est Castelli Dorino, c'est le maître de Munito, qui a un énorme rôle dans tout ça. Alors, on a ici une gravure, qui est une super gravure, qui a une très grande taille, qui représente Munito, avec deux personnes au milieu de la gravure. On soupçonne à droite être Castelli Dorino, d'ailleurs, qui tient un livret, et c'est le livret que je vous ai présenté au tout départ, Castelli Dorino qui tient le livret de Munito. À gauche, il y a un spectateur, et donc Munito prend... Il y a une carte en fait qui a été choisie par le spectateur, la carte a été mélangée dans le jeu, pas dans le jeu, mais le jeu a été mélangé. Le jeu était étalé au sol, et Munito se déplaçait autour du cercle de cartes, et parvenait à récupérer dans sa gueule la carte choisie, et l'apporter au spectateur qui avait choisi la carte. Donc c'était un peu le genre de tour de magie que parvenait à faire Munito, accompagné de son maître Castelli Dorino. Alors, quand j'ai fait mes recherches sur Castelli et sur Munito, j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur Castelli Dorino. Ça a été très compliqué. On sait qu'il est né vers 1761, sûrement à Milan. On ne sait pas exactement quand il est mort, après les années 30, donc après les années 1830. Et on sait qu'il a occupé un rôle dans l'armée d'Italie, et c'est là-bas qu'il a appris la précipitation. Parce que oui, Castelli Dorino était magicien, et il a présenté des tours de magie, des spectacles de magie, comme certains d'entre vous le font, je veux dire comme on le fait, au même titre, certains théâtres, et aux côtés par exemple de Jules de Rovère et d'autres magiciens de l'époque. Donc Castelli Dorino était un vrai magicien de l'époque du 19e, et il a utilisé ses talents de magicien pour truquer les expériences de Munito et parvenir à faire ce genre d'expérience où Munito pouvait retrouver la carte choisie par un spectateur. Alors, une anecdote qui est assez intéressante sur Castelli Dorino. J'ai fait des recherches sur lui et je suis allé aux archives nationales et j'ai trouvé un dossier assez épais d'une trentaine de pages, une trentaine de feuillets. Et en fait, c'était une correspondance. Et cette correspondance, quand on la lit, on se rend compte que Castelli Dorino était surveillé par l'État français, par les policiers de l'État français. Quand il allait de ville en ville, Castelli, pour présenter les expériences de Munito, eh bien, il y avait des agents, des policiers, qui surveillaient discrètement, qui espionnaient Castelli Dorino. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il était aussi surveillé? C'est parce qu'on soupçonnait Castelli d'être un espion d'Italie, qui était venu en France et qui utilisait Munito pour avoir un prétexte pour parcourir la France et pour disséminer un peu partout en France des opinions politiques qui divergeraient de la politique actuelle de la France. Donc c'était quelque chose de vraiment pris au sérieux, et en témoigne ce document qui est un peu exceptionnel. On a vraiment le suivi de Castelli Dorino de ville en ville avec les préfets, les policiers qui le suivent et qui commentent chacun de ses faits et gestes et qui soupçonnaient Castelli d'utiliser Munito juste comme prétexte pour ses qualités d'espion. Alors on ne sait pas si c'est évidemment fondé ou pas, ça on ne le saura sûrement jamais, mais en tout cas c'est une anecdote je pense qui remet en perspective pas mal de choses et qui est assez intéressante à connaître. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Castelli Dorino était très bon marketeur avant l'heure, et je vous ai pas menti. En fait, chaque anecdote qui se passait avec Munito notamment, il l'étendait un maximum pour en faire un argument publicitaire. Alors là, je vais vous raconter une anecdote, par exemple, qui a eu lieu quand ils étaient tous les deux en Angleterre, à Londres. Donc Castelli Dorino et Munito se prenaient dans un parc dans lequel il y avait un lac. Et à un moment, Castelli Dorino entend des cris d'un enfant qui appelle à l'aide. Castelli Dorino s'approche de l'enfant, lui demande qu'est-ce qui se passe, et l'enfant lui dit qu'une dame est en train de se noyer dans le lac. Donc Castelli Dorino, ni une ni deux, prend son courage à deux mains, saute dans le lac et va sauver la femme de la noyade. Simplement, la femme se débat tellement que Castelli Dorino, il commence lui aussi à couler. Et donc là, cette fois, c'est Munito qui voit le drame arriver et qui saute dans l'eau pour sauver et Castelli et la dame de la noyade. Et donc cette anecdote-là, elle est racontée dans les journaux de l'époque, et elle est même reproduite dans une gravure qui est encore une fois de très grand format et très belle. Et c'est pour ça que je vous dis que Castelli Dorino est très bon en marketing, parce que déjà il avait compris l'importance de l'image et la force de l'image, avec la grande gravure en couleur que je vous ai montré tout à l'heure, avec cette grande gravure-là qui est une gravure qui représente juste un fait historique, entre guillemets, qui est juste une anecdote. Je veux dire, juste pour une anecdote qui aurait pu s'arrêter à quelques lignes dans un journal, il en fait une gravure entière qui coûte relativement cher à l'époque. Ça ne s'arrête pas là, parce que suite à cet événement-là, Castelli Dorino reçoit une médaille de la Royal Humanist Society de Londres. Donc on a la médaille qui est juste à gauche ici. Munito ne reçoit pas de médaille, c'est juste son maître qui reçoit une. Et je suis allé voir les archives de cette RHS, de la Royal Humanist Society, et j'ai jamais réussi à retrouver des traces de la médaille.
Donc, je ne sais pas quoi en déduire. Il faut savoir qu'effectivement, Castillo Reino était très bon en marketing. Donc, de là à mentir sur la médaille, je ne sais pas, mais il faut savoir tout remettre en perspective et se dire que Castelli était quand même très bon communicant et qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant dans ce qu'il pouvait dire à l'époque. On voit que même cette anecdote-là est reprise dans les affiches plus tardives. Là, il y a une affiche du passage en Suisse de Castelli-Gorino. On voit en bas la gravure qu'on a vue tout à l'heure de Munito qui est en train de résoudre l'opération mathématique. Et en haut, on a Munito qui saute de la noyade une personne, on voit un petit peu qui saute de la noyade une personne de l'eau. Donc voilà, il reprend constamment tous les faits historiques, toutes les anecdotes pour renforcer son côté publicitaire. Alors, je vous ai parlé de Munito, simplement, il faut savoir qu'il n'y a pas eu un seul Munito. En fait, des Munito, Castelli-Gorino, on a eu au moins 4. Alors ça peut s'expliquer pour une simple raison, c'est que si on compte sur un seul chien pour les recommandations, ça peut être très compliqué si le chien tombe malade, ou si il décède, comme ça va forcément arriver, ou si il y a un imprévu, etc. Donc il avait plusieurs chiens à sa disposition qu'il avait dressés, au moins 4, que j'ai réussi donc à retracer, au moins 4 chiens qui pouvaient faire les recommandations. Ça a été très dur de différencier les 4 chiens parce qu'ils s'appelaient tous plus ou moins Munito dans les journaux, donc il y a eu tout un travail de recherche là-dessus. Et j'ai réussi à distinguer au moins 4 chiens et je pense qu'il y en a peut-être même d'autres, et ça resterait à montrer. Alors Munito, le vrai, le père, il décède en 1820 à Toulouse. Et on pourrait se dire que c'est la fin un peu de cet âge d'or du chien savant, que Munito, il a fait figure d'autorité dans le paysage parisien et que maintenant, voilà, il n'y a plus de Munito, il n'y a plus de chien savant et on revient un peu à l'époque d'avant. Alors à l'époque d'avant, il y avait déjà les chiens savants, mais surtout des chiens agiles au sens acrobate. Et comme on le voit encore aujourd'hui, il y a des chiens acrobates au sens équilibriste, mais des chiens agiles de leur esprit, il y en a peu. Et en fait, loin s'en faut. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'autres émules après Munito. Notamment un, par exemple, qui s'appelle Nicolas Nief, qui était un dresseur de chiens et qui a repris un peu tous les éléments qui ont fait le succès de Munito. Ce Nicolas Nief, il est né en 1797, il a connu Castelli-Gorino et il va reprendre le nom de Munito pour ses chiens savants et il va faire des affiches qu'il va appeler les parfaits Munito ou les phénix de l'Europe. Je dis les parce qu'en fait, il va avoir 2 chiens savants, sur cette affiche-là il y en a un, mais en fait, ils vont être 2 à faire exactement les mêmes expériences que Munito. On voit les mêmes expériences, donc il y a les dominos, il y a l'ardoise pour écrire des mots, il y a des bouts de carton, etc. Ici, il y a un livret, il reprend vraiment tous les codes de Castelli-Gorino avec tout le marketing de Castelli, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a un livret qui est publié, il y a des gravures qui sont publiées, des affiches, etc. Donc il reprend vraiment tous les codes de Munito. Il y a une petite anecdote qui est intéressante, c'est Nicolas Nief, quand il se produisait devant une tête couronnée en Espagne, il a dit à la tête couronnée que Munito, que le chien de Nicolas Nief commençait à perdre la vue. Et ni une ni deux, la tête couronnée d'Espagne lui a offert des lunettes au chien pour que le chien puisse continuer ses expériences. Et c'est ce qu'on voit sur la gravure ici. On voit le chien avec des monocles, en fait, un monocle pour corriger sa vue. Alors il y a eu d'autres chiens savants, et je ne vais pas tous les faire, mais après Munito, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment des chiens qui ont participé et qui ont été acteurs au théâtre Robert-Houdin, le célèbre théâtre Robert-Houdin que Robert-Houdin avait fait construire, celui du boulevard des Italiens. Il y a eu des chiens un chien savant qui s'appelait Minos, qui a participé et qui a été un artiste à part entière du théâtre Robert-Houdin. Et donc ce chien, on a la chance d'avoir des photos, puisque c'est légèrement plus tardif que Munito. Donc on a des photos, merci à Georges Naudet pour avoir prêté ces photos de cette collection. On a des photos de Minos qui est en train, dans sa gueule, de récupérer les cartons qui correspondent aux réponses aux questions des spectateurs. Il y a une chose qui est assez intéressante à remarquer, c'est que Minos, il est posé sur une table, alors que Munito, lui, il était au sol. Et ça s'explique sûrement par la méthode. On n'en a pas encore parlé, mais à mon avis, parce qu'il n'y a pas évidemment d'écrit le Castelli-Gorino qui explique la méthode de Munito, mais sur comment faisait Munito à l'époque pour faire retrouver les cartes, etc., c'était un habile mélange de dressage et de magie. De dressage parce qu'il fallait donc dresser le chien, mais aussi de magie parce qu'il y avait un truc. Munito ne parvenait pas réellement à trouver la carte. En fait, il y a 2 possibilités pour ça. Il y a 2 options, il y a 2 hypothèses. La première, c'est faire craquer un cure-dent avec son ongle, contre son ongle,
Et dès que Munito passait contre la carte qui avait été choisie, Castellodorino, donc son maître, faisait craquer le cure-dent dans sa poche pour lui indiquer que la carte était celle-ci et qu'il devait récupérer cette carte-là. Et une deuxième hypothèse qui, je pense, est celle à privilégier, c'est celle sur l'odorat. Il y a quelques indices qui font penser que c'est comme ça que Munito parvenait à faire ses tours. Castellodorino mettait une sorte de pâte, une sorte d'odeur contre la carte qui avait été choisie. Et donc Munito parvenait à retrouver la carte juste à l'odeur, et donc la carte qui était sélectionnée était celle contre laquelle on avait mis une sorte de petite pâte un peu odorante. Pour Minos, qui était au théâtre Robert Houdin, je pense que c'est différent. Je pense que c'est différent parce que sur toutes les photos qu'on connaît, on connaît au moins 4 photos de lui, on a une gravure, celle précédente que je vous ai montrée, il est toujours sur une table. Je ne pense pas que ça soit un détail. Je pense que la table était truquée et que le carton qu'il devait sélectionner bougeait légèrement. En fait, il était légèrement soulevé par la table. Ce genre de table-là existait déjà au XVIIIe siècle. Il est écrit dans les ouvrages de Cran, notamment. Donc je pense que c'est cette méthode-là qui était utilisée par Minos au théâtre Robert Houdin. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner l'historique des chiens savants et pour vous dire un peu tout ce que Munito avait fait de sa vie. Donc là, c'est la 4e et dernière photo qu'on connaît de Minos du théâtre Robert Houdin, et on voit qu'il est encore sur une table un peu dans la même configuration que précédemment. C'est sur cette jolie photo que la conférence se termine. J'ai essayé d'être un peu rapide et de faire un aperçu global de ce qui se faisait à l'époque, au XIXe siècle, et un petit peu plus tardivement, avec Munito. J'essaie de retracer sa vie. Donc, on a vu la vie de Munito, on a vu le cabinet d'illusion, et on a vu la vie de Castellodorino, et on a vu après le après Munito. J'espère que ça vous a un minimum intéressé, que ça vous a appris quelque chose sur Munito. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui a été écrit et que j'ai réédité à 20 exemplaires pour aujourd'hui, justement, pour ce congrès. C'est sur Munito le chien savant. Il y a énormément d'iconographie sur ce chien. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de congrès à tous. Et je vous remercie pour votre attention. La race du chien, c'était un barbet. Voilà, c'était un barbet, qui est un barbet qui a été dressé en Italie. Donc, il est né en Italie et c'était un barbet. Ouais. Au tout début de la conférence, tu as parlé de l'assiette avec la gravure de Munito. Est-ce que ça a été ton point de départ qui t'a fait connaître ce chien, ou alors est-ce que tu as découvert l'histoire de ce chien savant d'une façon? Non, c'est exactement ça. J'ai découvert Munito grâce à cette assiette-là. Et je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce qu'on avait pris la peine de représenter Munito, enfin un chien sur une assiette. Enfin, je veux dire, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, tout ça, et c'est une belle assiette. Pourquoi on a fait ça? Et c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de creuser. Et je me suis dit, c'est qu'il y a forcément quelque chose à creuser. Et je ne me suis pas trompé, il y a une vie extrêmement riche derrière ça. Donc ouais, c'est grâce à l'assiette que j'ai découvert Munito. Oui. Alors si, il y en a beaucoup. En fait, ça va dépendre aussi. Donc, il pouvait jouer au domino, il pouvait, on le voit sur la grande gravure qui est ici. Alors ici, on voit les dominos qui sont dans un petit rack. On voit les opérations mathématiques qu'il pouvait réaliser. Il pouvait également réécrire des mots qu'on lui écrivait. Sur la grande gravure colorée, celle-ci, on voit, alors peut-être pas très bien, mais au fond, à la droite de Castelli, entre les deux spectateurs, il y a une ardoise sur laquelle il y a écrit fidélité. Donc un spectateur pouvait écrire un mot à la craie sur une ardoise, et Munito pouvait réécrire le mot pour qu'il apportait le F, le I, le D de fidélité, si on écrivait fidélité. Donc il pouvait faire toutes ces expériences-là, retrouver une carte choisie, jouer au domino, il pouvait connaître les couleurs, et après, plus tard, notamment les chiens de Nicolas Nief pouvaient aussi jouer, alors je crois aux échecs, il y a eu tout un... Je veux dire, c'était vraiment des chiens savants au sens... et tout ça à chaque fois avec un trucage. Et ça me pose aussi la question du trucage, parce que si on comprend bien le trucage pour la carte choisie, j'ai quand même plus de mal à me représenter, par exemple, jouer au domino, jouer aux échecs, ça me semble plus compliqué, j'ai plus de mal à l'expliquer que simplement retrouver une carte choisie en fait. Donc il y a encore des mystères qui restent à éclaircir sur Munito et ses expériences. Oui. Tu as expliqué que le maître du chien, justement, a été connu pour enjoliver beaucoup les choses et faire du marketing.
la pub et qu'est-ce qui a été historiquement fait. Ouais, la question donc ouais, c'est comment différencier le côté marketing du côté sourcé, historique et vrai. C'est vrai que ça, c'est le travail, on va dire, de n'importe quel historien. C'est toujours délicat de faire la part des choses. Et je dirais même plus en magie, parce qu'en magie, il y a ce fameux biais qu'on connaît tous, c'est que quand on fait un tour de magie à une personne qui ne fait pas de magie, elle va le raconter à un spectateur ou à une autre personne, et elle va le déformer au fur et à mesure, elle va l'enjoliver, etc. Ce qui fait que ça échappe pas à la règle. Et dans les journaux, si on lit les journaux d'époque, du 19e, il faut bien avoir en tête que ce qu'ils racontent, c'est sûrement une version enjolivée de ce qui se présentait réellement, parce qu'ils ont été éblouis par la magie qu'il y avait certainement, mais ils ont sûrement légèrement déformé. Alors après, pour pallier ce problème, il faut croiser énormément de sources, et quand on voit qu'il y a énormément de sources qui sont en accord avec la même chose, là on peut légitimement se dire, ok, ça avait bien lieu. Là il y a tellement de sources sur Mytho, il y a énormément de documents, c'est vraiment très très riche en documentation, que je pense ne pas avoir de doute sur le fait qu'ils savaient jouer au domino, qu'ils savaient tout ça, c'est sûr. Il y a tellement de pubs autour de ça que c'est certain qu'ils le faisaient. Maintenant, dans les détails, effectivement, ça, on ne pourra sûrement jamais savoir. Mais ouais, c'est sûrement en croisant énormément de sources qu'on peut se faire une idée plus précise de tout ça. Ouais. Merci à vous.